Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le lundi 4 mars, les parlementaires réunis à Versailles ont voté l'inscription dans la Constitution de la liberté garantie pour les femmes d'avoir recours à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Résultat d'un débat lancé en France en 2018 et alors que le droit à l'avortement a reculé ces dernières années dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis. Pourquoi la liberté d'avorter est-elle ajoutée dans la Constitution ? Qui était favorable ou hostile à cette mesure et pourquoi ? En quoi est-elle historique? Cet épisode de Code Source est raconté par deux journalistes du Parisien, Quentin Laurent du service politique en charge des oppositions de droite et Christine Mathéus du service société qui suit notamment les droits des femmes et leurs combats. Le lundi 4 mars, les députés et les sénateurs sont réunis en congrès à Versailles. Les parlementaires vont valider l'inscription dans la Constitution, la loi fondamentale du pays dont dépendent toutes les autres, la liberté garantie à la femme de recourir à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. La liberté d'avorter est désormais inscrite dans la Constitution française. 780 parlementaires sur 925 ont voté pour en congrès à Versailles. Une journée historique pour les droits de la femme. Alors dans ce podcast, on va voir comment on en est arrivé là et pourquoi cette modification de la Constitution est souvent qualifiée d'historique. Avec vous, Quentin Laurent, et vous, Christine Mathéus, l'interruption volontaire de grossesse a été dépénalisée en France par la loi Veil de 1975. Christine Mathéus, comment faisaient les femmes avant pour avorter quand elles étaient obligées de le faire ? Eh bien, lorsque les femmes souhaitaient mettre un terme à une grossesse non désirée, avant la loi Veil, elles étaient obligées de le faire clandestinement. On se glissait parfois sous le manteau des adresses de médecins qui de fait étaient hors la loi et qui acceptaient de faire ce geste médical. Ou alors elles allaient voir ce qu'on appelait à l'époque une faiseuse d'ange qui pratiquait un avortement souvent dans des conditions déplorables sur une table de cuisine. Chaque année, en France, au début du XXe siècle, 500 000 avortements clandestins étaient prodigués et 300 femmes mouraient des suites de ces avortements clandestins en France. Pour les plus fortunées, elles se rendaient à l'étranger, souvent en Angleterre, où là, ce geste médical était autorisé. Au fond, pour une femme, ne pas pouvoir avorter quand elle estime être obligée de le faire, qu'est-ce que ça change dans une vie ? Ce que ça change déjà, c'est qu'on se prend de plein fouet la mesure de cette interdiction de disposer librement de son corps. C'est pas rien, ça déjà. Ce que ça change, c'est ce que raconte très bien Annie Ernaux, prix Nobel de littérature, dans son roman L'événement, où elle raconte son avortement clandestin au début des années 60. Elle est alors étudiante en lettres. S'offre à elle deux options. Soit elle arrête ses études et elle ne s'émancipe pas de son milieu modeste, ce qu'elle souhaitait faire. Elle se met à travailler et devient une fille mère, ce qui est extrêmement mal perçu à l'époque. Soit elle prend le risque pénal et physique de faire un avortement clandestin, ce qu'elle choisit de faire, ce qui ne l'empêchera pas plus tard d'être mère de 2 enfants au moment où elle l'a décidé. La loi Veil de 1975 était provisoire au départ. Toutes ces mesures ont été adoptées de façon définitive en 1979. Le remboursement par la sécurité sociale est arrivé en 1981. La loi sur cette question a été modifiée plusieurs fois. Christine Mathéus, le délai légal pour avoir recours à l'IVG a été augmenté en France en février 2022. Il est passé de 12 à 14 semaines de grossesse. Pourquoi ? Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la loi Veil, c'est une loi de compromis. Donc au moment où elle fait passer sa loi, elle renonce à plusieurs points. Et c'est pour cela que cette loi Veil est au fur et à mesure du temps complétée. Parce qu'elle avait face à elle une telle opposition qu'elle ne pouvait pas tout faire passer. La dernière mesure en date, c'est effectivement cet allongement du délai pour faire un avortement. En France, on a en moyenne 3000 femmes par an qui se rendent à l'étranger pour avorter. Elles se rendent le plus souvent aux Pays-Bas, où le délai est posé à 22 semaines maximum, ou en Angleterre, où il est à 24.
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce délai allongé a été adopté dans un contexte de Covid, où pour prendre rendez-vous, il y avait davantage de difficultés, les médecins étaient moins disponibles. Donc certes, cette mesure a été demandée depuis très très longtemps par les féministes, mais c'était vraiment le moment pour l'adopter réellement. Christine Mathéus, depuis plusieurs années en France, l'accès à l'IVG est parfois plus compliqué qu'avant. Pourquoi ? Parce qu'à la faveur des restructurations hospitalières, beaucoup de centres IVG ont fermé, 130 précisément ces 15 dernières années. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'IVG, c'est un acte pas très intéressant d'un point de vue lucratif. Donc ça aussi, ça pèse dans la balance. Aujourd'hui, en France, il faut 7 jours pour accéder à l'IVG, mais dans beaucoup de régions de France, il en faut 11. Il y a aussi un lobby anti-avortement très fort, notamment sur Internet. Oui, aujourd'hui, lorsque vous faites des recherches sur Internet, les sites qui sont encore les mieux référencés sont des sites anti-avortement. Ce sont des sites qui vous culpabilisent, qui vous donnent des fausses informations. Ce mouvement anti-avortement se manifeste aussi par des attaques nombreuses, régulières contre les locaux du planning familial qui accompagnent les femmes dans cette démarche. En Europe, toujours dans l'histoire récente ces dernières années, le droit à l'IVG a reculé dans plusieurs pays. Alors oui, c'est le cas notamment en Pologne, pays très très catholique, où l'avortement légal est extrêmement rare et uniquement autorisé lorsque la grossesse résulte d'un viol ou qu'elle met la femme en danger de mort. On peut citer également le cas de l'Italie, où de nombreux médecins refusent désormais de pratiquer l'IVG, où les budgets consacrés à ce geste médical ont fondu depuis que Giorgia Meloni est au pouvoir. On peut également citer la Hongrie de Viktor Orban, où depuis 2022, on oblige les femmes qui souhaitent avorter à écouter le battement du cœur du fœtus. Christine Mathéus, en France, en 2017, des sénateurs communistes avaient défendu une proposition de loi pour inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. Oui, effectivement, c'est la sénatrice du Val-de-Marne, Laurence Cohen, qui porte le texte. Elle rappelle à la Chambre haute la nécessité de protéger ce droit face aux menaces qui deviennent de plus en plus inquiétantes, y compris sur le continent européen. Cette première initiative n'aboutira pas. Dans les années qui suivent, d'autres élus, Verts, socialistes ou encore LFI, rédigent à leur tour des propositions de loi qui ne seront pas adoptées. Aux États-Unis, le vendredi 24 juin 2022, la Cour suprême annule l'une de ses précédentes décisions qui garantissait jusqu'ici le droit à l'IVG dans l'ensemble du pays. En clair, aux États-Unis, l'avortement sera autorisé ou pas. À partir de ce moment-là, État par État. Christine Mathéus, rappelez-nous cette décision historique. Alors, c'est vraiment un choc international. C'est-à-dire que sous l'impulsion de Donald Trump, la première démocratie du monde revient sur ce droit qui était installé depuis 1973 sur tout le territoire. Aujourd'hui, on laisse à des États le choix de décider ou non si les femmes peuvent avorter. Beaucoup l'interdisent purement et simplement, d'autres le restreignent de telle façon que cela revient quasiment au même. En France, Quentin Laurent, cette année-là, le 24 novembre 2022, à l'Assemblée, une proposition de loi de la coalition de gauche, la NUP, est soumise au vote des députés pour inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. Et c'est notamment en écho à l'actualité américaine que ce texte revient sur le devant de la scène. On se dit que si ça se passe ailleurs, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas réintervenir en France. Du coup, Mathilde Panot, qui est la chef de file des députés insoumis, va déposer cette proposition de loi pour la NUP. La proposition va être légèrement modifiée dans son écriture pour mettre tout le monde d'accord, mais le texte va être largement adopté à 337 voix contre 32. Que se passe-t-il au Sénat le 1er février 2023 ? Est-ce que ce texte est voté ? À la surprise générale, le texte est effectivement adopté au Sénat aussi, malgré sa majorité de la droite et du centre, donc plutôt réputée conservatrice. Cependant, les sénateurs vont légèrement modifier la rédaction de la proposition de loi telle qu'elle venait de l'Assemblée, ce qui fait que le texte ne peut pas passer au Congrès tout de suite. Pour qu'un projet de loi soit constitutionnalisé, il faut que les deux assemblées adoptent exactement le même texte à la virgule près. Qu'est-ce que les sénateurs ont changé dans ce texte ? Alors, la proposition de loi telle qu'elle était sortie de l'Assemblée parlait d'un égal accès au droit à l'IVG, alors que les sénateurs vont modifier cette écriture et vont, eux, parler de liberté d'accès à l'IVG. Christine Mathéus, pourquoi il y a une grande différence entre parler d'un droit et parler d'une liberté ? Un droit est beaucoup plus protecteur qu'une liberté. Un droit, ça sous-entend que l'État doit se donner les moyens de le rendre effectif. Ça veut dire qu'il y ait des structures suffisantes pour que les femmes puissent avorter, qu'il y ait des médecins en nombre. Donc c'est beaucoup plus contraignant.
Un peu plus d'un mois plus tard, le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, Emmanuel Macron se prononce pour cette mesure. C'est dans le cadre d'un discours en hommage à Gisèle Halimi, donc célèbre avocate qui a porté la cause des femmes et a notamment été une militante du droit à l'IVG. Le droit des femmes est toujours une conquête fragile. Et je veux aujourd'hui que la force de ce message nous aide à changer notre Constitution, afin d'y graver la liberté des femmes à recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Et c'est à ce moment-là qu'il annonce qu'un projet de loi sera présenté dans les mois qui viennent pour inscrire la liberté des femmes à recourir à l'IVG dans la Constitution. On rappelle que les projets de loi viennent du gouvernement alors que les propositions de loi viennent des parlementaires. Quant à Laurent, cette idée reste mal perçue par une partie de la droite et du centre, notamment au Sénat. Les sénateurs de la droite et du centre ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on inscrirait ce droit ou cette liberté dans la Constitution, parce que pour eux, la Constitution, c'est ce qui doit régir le fonctionnement des institutions. Toujours en 2023, le 29 octobre, Emmanuel Macron annonce sur ses réseaux l'inscription de l'IVG dans la Constitution en 2024. Le gouvernement prépare donc un projet de loi. Quant à Laurent, quelle est la formulation? Quels sont les mots retenus? Le président de la République va retenir les mots tels qu'ils ont été écrits par le Sénat, c'est-à-dire qu'il va lui parler de liberté d'avoir accès à une interruption volontaire de grossesse. Ce texte est soumis au vote des députés à l'Assemblée le mardi 30 janvier. Oui, alors les députés vont très largement voter ce texte, à 493 voix contre 30, donc c'est une victoire massive, mais ils vont légèrement en modifier la rédaction en parlant, eux, de liberté garantie pour les femmes d'avoir un recours à l'IVG, ce qui est censé renforcer un petit peu cette liberté que voulait défendre le président de la République. Après ça, le projet de loi doit encore être voté au Sénat, étape qui s'annonce sur le papier plus compliquée. Quant à Laurent, invité sur France Info à la fin du mois de janvier, Gérard Larcher, le président du Sénat, avait clairement dit son hostilité à ce projet. Oui, alors il va pas mâcher ses mots, et puis il faut quand même rappeler que le patron du Sénat, c'est le deuxième personnage de l'État, donc sa parole compte, elle porte. Lui, il considère que l'accès à l'IVG, en fait, n'est pas menacé en France, d'une part, donc il voit pas pourquoi est-ce qu'on inscrirait dans la Constitution. Je pense que l'IVG n'est pas menacé dans notre pays. Je pense que la Constitution n'est pas un catalogue de droits sociaux et sociétaux. Et donc, je verrai quels sont les débats. Par tradition, je ne vote pas, mais je vous donne un avis très personnel, en conscience. Je ne pense que la Constitution, c'est pas ce catalogue-là. Quant à Laurent, sur cette question, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, s'engage personnellement. Oui, c'est lui qui va défendre le projet de loi pour le gouvernement, donc c'est lui qui, à l'Assemblée comme au Sénat, porte le texte, donc il va s'investir, c'est-à-dire qu'il appelle, il passe des coups de fil, il voit des sénateurs pour essayer de convaincre, de rassurer les sénateurs, pour éviter que ceux qui voulaient voter contre le fassent, pour s'assurer que ce texte, dont l'avenir est incertain, puisse passer au Sénat. Christine Mathéus, le lundi 26 février, vous racontez dans Le Parisien que certains sénateurs, les Républicains, ont changé d'avis depuis le vote de 2023, sous la pression des femmes de leur entourage. D'abord, comment est-ce que vous êtes alertés là-dessus? En fait, on n'est pas alertés. On s'est tout simplement posé une question de bon sens. On s'est dit que comme 86% de la population française est favorable à la constitutionnalisation de l'IVG, on imaginait que dans les familles de ces sénateurs qui ont voté contre, ça devait discuter. Et que les femmes devaient effectivement faire pression, ou en tout cas tenter de convaincre leurs sénateurs de mari, de père, de s'inscrire favorablement dans cette démarche. Ce sentiment nous a été confirmé par l'opposition au Sénat, notamment du côté de Laurence Rossignol, sénatrice socialiste, ou la sénatrice écologiste Mélanie Vogel, qui nous ont raconté que nombre de parlementaires de la majorité sénatoriale sont venus les voir en leur disant « Bon écoute, ton texte, là on va le voter parce que j'en ai marre de me faire engueuler par ma femme ». Et vous réussissez à avoir un témoignage à un élu républicain qui vous confirme ça. Oui, je dois vraiment saluer le courage du sénateur LR de Seine-Saint-Denis, Thierry Magnin, qui a été très transparent là-dessus. Oui, les femmes de sa famille ont tenté de le convaincre, lui ont dit « c'est pas possible, tu peux pas voter ». Contre l'avortement, c'est ce qu'elles lui ont dit. Et lui avait beau expliquer, mais je ne suis pas contre l'avortement, je suis contre l'inscription dans la Constitution. Il n'était pas compris. Donc, il a préféré, effectivement, changer son vote alors qu'il avait voté contre il y a un an.
Quentin Laurent, pour ce vote au Sénat prévu le 28 février, LR et le MoDem ne donnent pas de consignes. Oui, c'est une habitude. Ils considèrent que sur les textes qui touchent à des questions sociétales, on n'est plus sur du politique, mais ça relève de l'intime, ce qui fait que les sénateurs du groupe LR comme MoDem ont la possibilité de voter comme ils l'entendent. Depuis 16h30, les sénateurs débattent donc de l'inscription de l'IVG dans la Constitution, si la réforme est validée. On en arrive au mercredi 28 février. Quant à Laurent, les sénateurs vont devoir se prononcer. Vous êtes sur place, au Palais Bourbon, pour le Parisien. Quelle est l'atmosphère juste avant le vote ? On sent qu'il y a un petit peu d'excitation et de tension, on le sent dans les prises de parole qui sont toutes très solennelles, pour une raison qui est simple. Si le Sénat adopte ce texte, ça veut dire qu'on ira directement au Congrès et donc que la victoire des gens qui ont défendu l'inscription dans la Constitution est acquise. Votant 339, exprimé 317, pour 267, contre 50, le Sénat a adopté. Alors le résultat est une victoire assez large puisqu'on va avoir 267 votes pour et 57 contre, donc victoire qui est portée par la gauche, mais aussi par une partie de la droite et du centre qui finalement ont choisi de défendre cette inscription. Décrivez-nous les réactions au Sénat juste après. Peu de temps après le vote, les principales personnalités, les principales femmes en l'occurrence, qui ont porté ce combat au Sénat, que ce soit Laurence Rossignol ou Mélanie Vogel, elles vont se retrouver en salle des conférences, qui est la grande salle qui est à côté de l'hémicycle du Sénat. Et là, beaucoup d'émotions, des larmes, des rires, des embrassades. Clairement, là, on sent qu'il y a quelque chose d'historique qui s'est passé et ces femmes, ces élus, ces parlementaires le vivent dans leur corps. À ce moment-là, tout le monde comprend que l'inscription de l'IVG dans la Constitution ne sera qu'une formalité. Le seuil nécessaire des 3/5 de parlementaires sera forcément atteint pendant le Congrès. Christine Mathéus, comment réagissent les féministes que vous appelez ? Elles me parlent toutes d'un moment historique. C'est évidemment beaucoup d'émotions, certaines ont pleuré, c'est très palpable. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'elles regrettent le terme de liberté, malgré tout, et ce ne sont pas des féministes totalement satisfaites. Elles auraient aimé que le terme de droit soit clairement inscrit dans la Constitution, mais ne serait-ce que le terme, en tout cas le sigle d'IVG dans la Constitution, c'est déjà un très grand pas. Qu'est-ce qui vous a frappé dans toutes ces réactions ? Beaucoup d'entre elles, qui ont des enfants, et en particulier des filles, ont évoqué leur progéniture en se disant que ce serait plus facile pour elles. On en revient au début de cet épisode de Code Source. Le lundi 4 mars, le Parlement est réuni en congrès à Versailles. Débat ouvert à 15h40 par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. C'est au passage la première fois que le congrès est présidé par une femme. Mes chers collègues, la séance est reprise. À 18h49, les députés et les sénateurs approuvent l'inscription de la phrase suivante dans la Constitution. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Pour l'adoption, 780. Contre, 72. Christine Mathéus, en quoi cette mesure est historique ? Elle est historique parce que ça fait de la France le premier pays au monde à constitutionnaliser l'IVG. Forcément, c'est un message important qui est adressé à l'international au moment où ce droit recule ailleurs. Merci à Quentin Laurent et Christine Mathéus. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amouroux, Raphaël Pueyo et Barbara Gouy. Réalisation, Pierre Chaffanjon. Code Source, c'est le podcast quotidien du Parisien, un sujet d'actualité chaque soir de la semaine. Nous vous proposons un nouveau podcast depuis février, Le Sacre. Chaque mercredi, un ou une médaillée d'or olympique raconte son parcours au micro d'Anne-Laure Bonnet. Et puis n'oubliez pas Crime Story, une grande affaire criminelle, chaque samedi.